Au sommaire, on se gonfle les biceps et on mate les filles avec Takeru. On se travestit pour la bonne cause avec Lady Oscar, on jette un coup d'œil aux fêtes de fin d'année au Japon, et on finit par 2 livres fantastiques, un sur Pokémon et le suivant sur Yoshitaka Amano. Repoussé de nombreuses fois, le manga Takeru de Buichi Terasawa va enfin voir le jour grâce à l'éditeur Isan Manga. Takeru est publié pour la première fois au Japon en 1992, alors que l'auteur est en pause avec sa célèbre série Cobra, qu'il reprendra plus tard en 1995. Mais laissons place à Takeru. L'histoire prend place dans un Japon médiéval, mêlant science-fiction et fantasy. Takeru Ichimonji est un ninja chasseur de primes qui a le pouvoir de matérialiser les mots et de les projeter. Il lui suffit par exemple de prononcer le mot feu et le mot pilier pour créer l'attaque pilier de feu et ainsi encercler ses ennemis de colonnes incandescentes. Il est accompagné de son petit animal Bulbuku, une sorte de tanuki, ou en français chien vivre, qui porte une grosse carapace métallique. Cette carapace lui permet entre autres de voler et de stocker des objets dans un espace interdimensionnel. Ouais, très pratique, c'est un peu le sac vivant de Mary Poppins. Bref, Takeru va se retrouver confronté à une lutte de pouvoir avec la rencontre de la princesse de Yamato. Yamato étant le mot japonais historique désignant le pays, en somme le Japon. A l'instar de Cobra, Takeru reprend les ingrédients qui ont fait le succès de l'auteur. Action, aventure et femme fatale bien entendu. D'ailleurs, la plupart des femmes ont troqué leurs culottes contre des body strings pour le plus grand plaisir du héros. Sans être indispensable, Takeru se révèle agréable à lire. C'est une série en 2 tomes entièrement colorisée informatiquement. Un véritable exploit à l'époque. Bien que ne sublimant pas les traits noirs et blancs de Buichi Terasawa, la couleur reste attirante au regard avec parfois des décors saisissants. La fabrication du manga est de bonne facture, comme d'habitude avec l'éditeur Isan Manga. Et si j'avais le pouvoir de Takeru? Feu! Ah, ça brûle! Hey, c'est bientôt les fêtes et ça tombe bien puisqu'un coffret indispensable est sorti, celui de la série Lady Oscar de 1979. Versailles Nobara. Oscar est une jeune aristocrate élevée comme un homme par son père. Elle grandit avec le fils de sa nourrice, André, mais leur rang social leur réserve un destin bien différent. Oscar devient membre de la garde royale au service de la reine Marie-Antoinette, tandis que le jeune homme devient un garçon d'écurie. Nous suivons plusieurs personnages issus de différentes classes sociales, ce qui nous immerge pleinement dans la France du XVIIIe siècle, à l'aube de la Révolution française. C'est aussi un regard sur les femmes d'un temps dominé par les hommes. On peut dire que le manga de Ryoko Ikeda, comme beaucoup de shoujo de l'époque, est très torturé et laisse place à de multiples traumas. Même s'il y a pas mal de transgressions historiques, l'œuvre est extrêmement détaillée. Un travail impressionnant quand on sait que l'auteur ne s'est jamais rendu en France pendant l'écriture de son histoire. On aime donc ce soldat travesti qui découvre la réalité des conflits opposant les nobles à la population parisienne. Lady Oscar est une référence produite par l'immortel studio TMS et avec un staff énorme. Vous avez le réalisateur de Ulysse 31, mais aussi Shingo Araki à qui l'on doit les personnages de Senseiya ou encore Osamu Dezaki et Akio Sugino qui ont fait Cobra et Rémi sans famille. Là, on peut vraiment parler d'une orgie de talent. Alors si vous aimez les récits historiques, c'est l'occasion de faire un saut dans le passé pour découvrir Versailles et sa cour dans une production sublime. Allez, go, go! Jingle bell, jingle over the world. Et oui, c'est la fête de fin d'année, ce moment où on se fait plaisir et où on se met plein la panse. Mais comment les Japonais fêtent-ils la fin de l'année? En France, c'est souvent dinde et marron à Noël, mais au Japon, c'est KFC. Quoi? Du KFC à Noël? Mais comment le colonel Sanders s'est-il trouvé au beau milieu des festivités japonaises? C'est tout simple, comme Halloween, la fête de Noël n'est que commerciale, le christianisme étant très mineur par rapport au shintoïsme ou au bouddhisme. Les Japonais préfèrent s'amuser autour de l'image de Saint-Nicolas et du Père Noël créé par Coca-Cola d'ailleurs. C'est limite devenu une institution. Mais Noël, c'est aussi les cadeaux pour les enfants et pour les collègues. Cette tradition ancestrale s'appelle Oseibo, mais elle tend à disparaître. En gros, c'est plus simple d'aller manger un bon poulet avec ça ou son petit ami que de faire des cadeaux, c'est bien connu. Mais qu'en est-il du Nouvel An? Nous ici c'est la méga teuf, on s'amuse comme des fous jusqu'au petit matin. Et bien au Japon, c'est tout le contraire. Le Nouvel An se fait en famille à déguster un bouillon de soba et du don appelé Toshikoshi qui veut dire le passage de l'année. Et pendant toute la fin décembre, c'est un peu le grand ménage dans les maisons, écoles et bureaux. Cela s'appelle le Otsoji, une sorte de rite de purification pour enlever toutes les saletés de l'année passée. Cela résume bien les croyances des Japonais. Le fait de finir le plat, d'enlever les saletés. La nouvelle année arrive et c'est une nouvelle vie qui commence. On balaye tout. Le Hatsumode en est le point culminant. En effet, c'est la première visite au temple. C'est à ce moment-là que les Japonais formulent tous leurs vœux de bonheur et de réussite pour l'année à venir. Une année est passée, difficile, chargée d'émotions et d'événements tragiques. Mais elle a eu aussi sa part de côté heureux, joyeux. On met tout ça de côté, mais on n'oublie pas pour autant. On continue de vivre et de faire des projets. On avance, et c'est ça le principal. Bonne et heureuse année à tous et à toutes.
Pornhub a indiqué une baisse de son trafic depuis la sortie de ce jeu. Vous vous doutez bien qu'on a également testé Fallout 4. Vous incarnez un homme ou une femme. La création du personnage est plutôt bien fichue. Vous menez une petite vie de famille sympathique, bébés et robots domestiques compris. Mais ce petit bonheur vient s'effondrer quand des bombes éclatent et que vous vous retrouvez contraint d'aller vivre dans un abri anti-atomique. Sauf que vous vous réveillez 200 ans plus tard et l'aventure commence ici. Vous découvrez un monde qui a donc bien changé, rempli de bestioles irradiées et pas très amical. Vous devez donc vous battre et le système de combat a nettement été amélioré, ainsi que lié, ce qui nous donne une bonne fluidité des combats et ce qui corse les difficultés du jeu. Au niveau de l'histoire, le jeu est bien écrit, même si les quêtes annexes à la trame principale sont assez simplistes scénaristiquement. On regrette cependant que graphiquement, c'est pas le patafia. Manque d'animation, des synchros vocales, le moteur montre ses limites, même si le jeu reste beau. Au final, on a toute l'ambiance post-apocalyptique des Fallout, dans un monde ouvert, rempli de quêtes, de villes, etc., avec une météo variable qui peut apporter son lot de surprises, dans lequel on passera de nombreuses heures à se balader. Oh, je crois que moi aussi, je me suis fait irradier. À l'occasion des 20 ans de l'une des plus iconiques des sagas de jeux vidéo de l'éditeur Nintendo, Third Editions propose de revenir sur l'histoire de cette success story unique. Toutes les générations de joueurs ont été marquées par ces petits monstres atypiques nés sur console portable. Les cours d'école ont été envahis par ce phénomène et avec le temps, les joueurs sont restés fidèles à cette franchise 20 ans après. Derrière le phénomène Pokémon se cache une série de jeux de rôle de grande qualité. Dans cet ouvrage anniversaire, les auteurs retracent toute l'histoire de la série, mais analysent aussi les rouages de gameplay des différents épisodes et reviennent bien évidemment sur les raisons de ce succès historique. Et pour le final, parlons fantasy. Florent Gorge, via les éditions Pixel Love, nous a préparé une édition collector retraçant la vie d'un peintre considéré comme l'un des plus grands de notre époque. Je veux parler de Yoshitaka Amano, designer de Final Fantasy et papa de pinceau de Vampire Hunter D entre autres. Ce dessinateur de prodiges japonais commence son travail à l'âge précoce de 15 ans, date où il entre dans les studios d'animation Tatsunoko. Rapidement, son talent précédera sa réputation à travers le Japon, mais aussi aux États-Unis et en Europe, où le prodige signera nombre d'expositions plébiscitées par la critique. Florent Gorge réalise ici la première biographie du maître. Et quelle biographie! Cet ouvrage nous offre des images rares et exceptionnelles sur la vie de l'artiste, son rôle de père, son quotidien, ainsi qu'une iconographie riche de son travail composée d'illustrations et de croquis exclusifs réalisés pour l'occasion. Et bien sûr, tout ce qui l'a amené à devenir l'artiste accompli qu'il est aujourd'hui. Pikachu! Putain, t'as la voix du Pikachu, quoi.